Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 113 du podcast Mes trucs de prof dans lequel je reçois Amandine du compte et du blog La Légèreté des Lettres pour parler de climat de classe, de relations avec les élèves et de créativité. Je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle et formatrice spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Et dans ce podcast, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Avant de commencer cet épisode, je voulais partager avec vous la parution de mon livre Gestion de classe, mode d'emploi en août 2023. Il parle de motivation des élèves, d'organisation, de poser un cadre bienveillant et de communiquer avec les familles. Et vous pouvez d'ores et déjà le précommander dans différentes librairies en ligne. Voilà, maintenant je vous laisse avec mon échange avec Amandine et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Amandine. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans l'épisode du podcast. Ravie aussi. Je vais te laisser te présenter aux auditeurs et auditrices qui te connaissent sûrement, mais peut-être pas non plus. Donc, je t'en prie, à toi. Alors, donc, je m'appelle Amandine Nico. J'enseigne le français depuis 20 ans, je crois. C'est même sûr. Et donc, je suis originaire de Bretagne et j'ai émigré en Haute-Savoie. Et donc, je suis aussi maman de 3 enfants et c'est important parce que ma vision de la parentalité a beaucoup d'influence sur la façon dont je travaille en classe. Et donc là, depuis 7 ou 8 ans, j'enseigne dans un petit établissement de campagne très tranquille après avoir enseigné 7-8 ans dans un établissement ZEP assez compliqué. Voilà. Super. Et donc, la vision de la parentalité a une influence sur ta pratique. Est-ce que tu peux nous dire nous en dire un peu plus ? Alors, je pratique ce qu'on appelle l'éducation positive ou bienveillante. Où, voilà, le but, c'est d'écouter au maximum les besoins des enfants, sans oublier ses propres besoins. Voilà, écouter, essayer de comprendre l'enfant et surtout pas le soumettre. Enfin, je suis pas du tout pour, j'allais dire l'éducation à l'ancienne où c'est le parent ou l'adulte qui impose sa loi et qui soumet l'enfant. Je suis vraiment pour le maximum d'égalité, d'écoute et d'interaction. C'est important pour moi que l'enfant se sente écouté et compris. Voilà. Et c'est intéressant parce que c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, de comment toi ça se traduit dans ta pratique. Tu me disais que ce qui était important pour toi c'était le bien-être, la créativité, le vivre ensemble, et là du coup on comprend bien comment ça se nourrit aussi de ta posture parentale, de ta posture d'enseignante. Et moi, ce que je trouve intéressant, parce que ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram en l'occurrence, c'est que t'es professeur dans le secondaire et que parfois on peut avoir aussi cette image de grosses fractures entre le primaire et le secondaire, et que dans le secondaire c'est hyper descendant ou hyper traditionnel, etc. Alors que toi, en fait, t'arrives avec tes élèves, dans tes cours de français, à garder cette posture et à placer le bien-être de l'élève, une espèce de relation horizontale, enfin le espèce 2 c'est pour horizontal, mais une relation horizontale avec tes élèves, et en leur laissant la place d'être créatifs, de développer le vivre ensemble, et c'est ça qui est chouette, quoi. En fait, je sais que pour beaucoup de gens, les adolescents, c'est un public difficile et on a beaucoup de méfiance vis-à-vis d'eux. Et parce que moi, il y a très très longtemps, j'ai beaucoup hésité entre passer le concours de professeur des écoles ou de professeur de lettres. Et j'adore les enfants. Vraiment, pour moi, c'est magique un enfant. Et t'as l'impression que tout est possible, et si on les guide, si on les écoute, on peut les emmener vers de très très belles choses. Ils sont généreux, ils sont empathiques, ils sont enthousiastes. Alors ça se voit encore en 6e. Un enfant de 6e, tu peux tout lui proposer et te suit. Ils ont envie, Moi, des fois, ça m'arrive, j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin et je leur dis, écoutez, j'ai une idée cette nuit. Encore ? Oui. Je me suis dit, et si on faisait ça ? Et hop, ils y vont. Alors des fois, ils sourient, l'air de dire, elle est folle. Mais en fait, et puis après, c'est vrai que c'est plus difficile. Les adolescents, je crois que, et peut-être à raison, malheureusement, ils ont beaucoup de méfiance.
vis-à-vis des adultes et c'est plus difficile de construire ce rapport de confiance. Je dis toujours il faut un petit temps pour les apprivoiser. Alors un petit temps, parfois c'est 3-4 mois. Hein. Certains élèves de troisième, c'est hyper compliqué, mais c'est beau parce que justement il faut gagner cette confiance, ça se construit et pour moi c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent être eux-mêmes dans ma salle. C'est comme McDo mais avec un peu plus de qualité. Venez comme vous êtes, en cours de français. Exactement ça. C'est avec vos failles, vos doutes, vos peurs, votre colère, vous venez et puis on fait au mieux, on essaye de construire ensemble et de vous emmener le plus loin possible. Et c'est beau parce que c'est vrai que même s'ils sont difficiles, une fois qu'ils ont laissé tomber le masque, il y a des belles choses qui peuvent se passer et ça, c'est pour ça que je me lève chaque matin pour voir la petite étincelle, le petit sourire, le petit ah, t'as souri quand j'ai fait cette blague pourrie. Non, c'est pas vrai. Si, t'as souri. Et ça y est, c'est gagné. Et on peut avancer, on peut faire un exercice, on peut étudier un texte. Je trouve ça magique en fait. Ce que j'adore dans ce que t'es en train de dire, c'est que t'es pas en train de sous-entendre que c'est hyper facile et qu'il faut juste faire comme ça. Tu vois, t'as bien commencé par dire que des fois, en fait, ça prend du temps. T'as parlé de plusieurs mois et c'est important de l'entendre, de se dire que être dans quelque chose, dans une posture positive et bienveillante, c'est pas toujours facile. Ça veut pas dire qu'on est en mode bisounours tout le temps, mais c'est juste... cette authenticité-là dont tu viens de parler, quand tu dis des fois ça va pas, des fois c'est compliqué, d'arriver comme on est. Pareil pour nous, enseignants, même si on est comme on est, avec en plus notre posture malgré tout cadrante d'enseignant, parce que faut qu'on incarne ce cadre malgré tout. Mais ouais, de se dire, de laisser de la place à l'authenticité, à la vulnérabilité, et de se dire, ok, on peut déposer ce qu'on a, on peut venir avec ce qu'on est, et que c'est pas un frein aux apprentissages, bien au contraire, quoi. Justement, pour moi, c'est pour ça que je sais pas si on peut appeler ça la pédagogie du bien-être ou la pédagogie du sourire. D'ailleurs, j'ai beaucoup souffert, tu sais, quand on devait porter les masques, parce que je me suis vraiment, là, concrètement, je me suis rendu compte que ce qu'on fait passer par le sourire, par le visage, c'est énorme en fait, parce que moi, ça m'arrive certains élèves qui, tu sais, ils participent pas ou ils lèvent la main une fois et t'as pas entendu, donc tu répètes. Et avec le masque, je pouvais plus leur sourire, je pouvais plus leur dire avec mon sourire, vas-y, je te fais confiance, tu vas y arriver, puis si tu te trompes, c'est pas grave. Et il y avait plus ça, c'était hyper frustrant. Et puis quand on l'a enlevé, j'ai retrouvé ça, cette connexion par le sourire, c'est un outil de travail. Ouais. Mais merci de le mettre en mots, et parce que on pourrait avoir tendance à penser que c'est en fonction des personnes, parce que oui, il y a des gens qui ont le sourire facile et d'autres un peu moins, mais là t'es en train de parler du paraverbal en fait, du regard, du sourire, et d'aller se connecter aux élèves pour aller un peu échanger aussi par le sourire. C'est tout en fait. Moi, je trouve que je dis des fois pour rigoler, mais c'est la base. La base, c'est le lien qu'on crée avec nos élèves. Et j'aime bien faire cette expérience, même si c'est douloureux et frustrant. Nous, en tant que prof, quand on va à des formations, on a beau être hyper motivé, on a beau avoir face à nous des gens qui sont hyper calés dans leur domaine, s'il n'y a pas cette connexion, on se rend comme des rats morts. Et moi, vraiment, je suis toujours super motivée. Je m'inscris à plein de formations. À chaque fois, j'y vais avec le cœur débordant d'envie. Et la plupart du temps, sans vouloir être désagréable, mais au bout de 2 heures, s'il n'y a pas eu cette connexion, ce respect, ce sourire, je me balance sur ma chaise, je mâche du chewing-gum, j'écris sur la table et je suis désagréable. Alors que c'est pas du tout dans mon caractère, mais j'ai besoin de me sentir écoutée. Et les enfants, c'est encore plus fort. De les accueillir, de les sentir, de les considérer comme ils sont, de faire attention à chacun d'entre eux. Alors par contre, c'est difficile parce qu'ils sont 30 personnalités différentes. Et moi, c'est ce qui... Alors, en même temps, c'est intéressant, en même temps, c'est hyper complexe. Comment faire pour accorder suffisamment de temps et d'attention à chacun en 1 heure pour pouvoir les accrocher, les emmener? C'est un sacré challenge. Ouais, c'est un challenge.
de se dire, moi j'avais, là je l'ai pas fait depuis un moment. Avant j'avais un petit cahier, puis je prenais des notes et de me dire, cet élève-là, ça fait un moment que je lui ai pas parlé ou que je me suis pas sentie assez connectée. Je vais essayer de faire attention dans la semaine qui vient à faire attention à cet enfant et lui parler, lui dire un petit mot. Tu sais, quand ils entrent en classe, poser des petites questions, mine de rien. À essayer de savoir comment ils se sentent, sans en faire trop, hein, parce qu'il faut être vraiment sincère. Et tu disais tout à l'heure, c'est important de se sentir bien soi-même. Et je l'ai expérimenté l'année dernière, où j'ai vécu vraiment une année super difficile. Et j'ai été beaucoup absente, tu sais, avec tous les protocoles. Il fallait emmener les enfants à droite à gauche. Des fois, j'allais en cours, on m'appelait, hop, il fallait que j'aille chercher mes enfants, faire les tests. C'était horrible. Et en fait, ça s'est mal passé avec une classe de 3e parce que j'ai pas compris de quoi ils avaient besoin et j'ai pas compris non plus mes besoins. Je passais des soirées à essayer de leur faire des cours que je leur envoyais sur Pronote, que je faisais passer par la vie scolaire, etc. Et plus j'en faisais, plus je sentais qu'ils étaient contre moi. C'était horrible. Et c'est que grâce aux collègues avec qui j'ai échangé en fin d'année que j'ai compris que c'est pas que j'en faisais pas assez, parce que j'en faisais trop. C'est que je ne faisais pas bien. C'est en termes de qualité, c'était pas adapté à ce dont ils avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin de plein de cours, ils avaient besoin d'être rassurés et que je sois là de façon plus qualitative en fait. Je l'ai compris un petit peu tard, mais c'est une bonne façon aussi voilà, de prendre soin de soi et de faire attention à avoir la bonne réponse à leurs besoins et à s'écouter aussi soi. Voilà. C'est marrant, ça me fait penser à ma fille qui est au collège, mais où elle a quelques profs qui prennent le temps, quand ils sont absents, d'écrire un message sur Pronote aux élèves. Tu vois, un truc personnalisé, mais ils les écrivent pas à chacun des élèves, mais pour dire, voilà, les élèves, je serai pas là aujourd'hui, mais on se retrouve tel jour. Et l'air de rien, en fait, ça fait partie des petites choses qui créent de la connexion et de la connivence avec les élèves. On s'adresse directement à eux. Il y en a une autre, il y en a qu'une dans le lot, on reçoit à chaque fois du collège, alors je sais pas comment ils s'y prennent, mais un SMS pour prévenir que la prof sera pas là. Mais il y a qu'une seule prof qui le fait, peut-être qu'il y en a qu'une qui sait que c'est possible, mais du coup c'est vrai que toutes ces petites choses, c'est autour. On pense, comme tu disais, on va penser les supports, on va penser comment organiser la classe pour tel apprentissage, etc. Mais quand tu parles du sourire, quand tu parles de créer du lien, de créer de la connexion, si on n'arrive pas à faire ça, on va être beaucoup plus en difficulté pour créer cette relation de confiance, ce cadre sécurisant, émotionnellement, quoi, sécurisant pour les élèves et qui fait que derrière, ils s'autoriseront aussi à plein de choses, quoi. Parce que donc les fiches, les supports, nos documents, nos cours. Alors évidemment, quand c'est cadré, plus c'est cadré, beau, parfait, c'est très bien. Mais en fait, il y a tout ce qu'il y a derrière, et en fait ça s'apprend pas. En fait, c'est parce que tu peux avoir le plus beau travail possible, tu peux être un super pédagogue si tu n'arrives pas à rentrer dans la relation avec ton élève. Si tu es face à un élève qui veut pas et que tu n'arrives pas justement à trouver le truc pour qu'il se sente bien, en confiance et qu'il essaye, mais tu n'arriveras pas en fait. C'est pas la fiche qui fait le travail. Ouais. C'est comme le médecin avec son patient. T'as beau être le meilleur pédagogue du monde, si t'as pas cette relation avec ton élève, ça marchera pas en fait. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que on n'en parle pas assez. Tout ce qu'il y a autour en fait, tout Mais tout ça, en fait, c'est ça la gestion de classe. C'est rigolo parce que là, j'ai écrit un livre sur la gestion de classe et justement, je disais que c'était cet autour-là, tout cet autour, c'est cette gestion de classe-là qui requiert en fait des prises de conscience, parce que là, toi, t'arrives à mettre des mots dessus, mais réussir à mettre des mots sur le fait que oui, un sourire, c'est un geste professionnel quand on enseigne. C'est bête, mais ça a l'air juste logique. Et en fait, non, oui. Être intentionnel et savoir que oui, là, quand je décide de sourire à mes élèves, en fait, ça va contribuer au climat de ma classe, ça va contribuer à la relation. Ouais, c'est ça, le climat. Travailler sur le climat, l'ambiance, leur bien-être, leur envie, parce que si t'es pas motivé, ça marche pas. Donc moi, c'est vraiment la clé du travail, c'est la relation et la motivation de l'enfant. Qu'est-ce qui fait qu'il va venir en cours et que même si on part dans un exercice sur le participe passé, parce que soyons honnêtes, c'est pas ce qu'il y a de plus enthousiasmant.
Eh ben, il va le faire parce qu'il y a plein d'autres choses que tu auras mises en place et que en plus de ta belle fiche, eh ben, tu as réussi à te connecter à lui, tu as réussi à lui donner envie, à le faire, peut-être à le challenger, à le faire rire, à le faire sourire, lui créer de l'émotion, euh, le, ouais, lui donner envie, quoi, tout simplement. Ouais. Et c'est pas facile parce qu'ils Non. sont tous pareils. Il y a les élèves qui sont tout timides, qu'il va falloir rassurer, puis peut-être grâce aux autres justement, ils vont prendre la parole, prendre confiance. Et puis ceux qui sont toujours à fond, qui prennent toute la place, il va falloir au contraire un petit peu temporiser. Et c'est ça en fait, on est un peu des chefs d'orchestre et chacun a sa partition là. Et on essaye de faire quelque chose d'harmonieux. Et c'est super difficile, mais c'est super beau quand ça marche. Ouais. Chouette, c'est magique quoi. Ouais. Non mais c'est génial, et en fait en plus tu vois, pour faire le lien avec le deuxième thème qui t'est cher, qui est la créativité, c'est que c'est aussi quand t'es sécurisé, quand t'es un élève, que t'es sécurisé, que tu te sens dans un environnement où on va t'écouter, tu es respecté, que t'as conscience que t'as la place d'être toi et de t'exprimer, que tu vas aussi oser expérimenter, oser essayer, oser du coup dans le rapport, ça a changé quelque chose dans le rapport à l'erreur, et puis ça va aussi permettre aux élèves de développer leur créativité, et je parle pas de la créativité au sens artistique, mais de la pensée créative quoi, et de pouvoir imaginer des solutions et se dire ok, j'ai le droit en fait, je peux tenter, je peux faire des propositions, je peux être force de proposition, proposer des choses, demander, etc. En fait, je crois que, parce qu'on parle aussi toujours de la posture de l'adulte, hein, je parle aussi en tant que maman, tu sais, donner nous-mêmes le modèle et l'exemple. Et ouais, c'est vrai que, alors là, justement, je ne te moque pas. Mais... Non, je me moque pas, promis. Je pense sérieusement, je vais le faire à prendre une photo de la porte arrière droite de ma voiture, complètement défoncée. Et je leur dis en début d'année que moi, je suis très forte en français. Alors, par contre, pour conduire une voiture, je ne suis pas forte. Je suis vraiment pas douée. Et donc, il y a peu de temps, je me suis pris le poteau du garage. Pourtant, c'est facile, hein. Et donc, je leur dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse mon mari garer la voiture dans le garage ? Et puis comme ça, elle sera jamais abîmée, tout ira bien. Et alors ils disent non, il faut que vous appreniez, mais peut-être votre mari il peut juste vous donner des conseils. Je dis voilà, exactement. Donc c'est pareil pour vous en fait. Il y a des choses où vous êtes super fort, notamment peut-être conduire ou réparer une voiture, parce qu'on a des élèves qui sont super doués. J'avais un élève carrossier qui m'avait refait tout l'avant de ma voiture. Trop bien. Et moi, mon truc, c'est le français, mais la conduite, je sais pas du tout. Donc, j'ai envie d'encadrer de faire la photo, de l'encadrer dans ma salle, de leur montrer que voilà, on a tous des faiblesses, mais que si on s'entraide et si si on fait des efforts et qu'on s'entraîne, et on s'entraide, et ben forcément, on va progresser. Donc, maintenant, j'arrive à peu près à garer ma voiture, tranquillou. Ouais, mais j'adore déjà le parallèle, l'image, parce que je pense que c'est hyper parlant, et puis surtout cette posture d'humilité qui, je pense, est nécessaire en fait pour aider les élèves à comprendre que c'est ok de faire des erreurs, que c'est ok d'être comme on est, que personne n'est parfait et qu'on se considère pas comme parfait et que c'est pas une attente. Et du coup, ça aussi, ça contribue à générer chez eux de la confiance et puis cette autodérision. En fait, l'humour aussi, c'est un vrai outil. On a parlé du sourire, mais l'humour, quand il n'est pas fait au détriment des élèves, évidemment, quand c'est pas de la moquerie. Lors d'une formation, on nous avait dit de faire très très attention à l'ironie. Et moi, c'est quelque chose que j'emploie très souvent. Et je me suis rendu compte qu'il faut vraiment faire attention. C'est vrai, en fait. J'étais un peu vexée de devoir me poser la question. J'ai mis du temps avant de me remettre en question là-dessus. Mais c'est vrai que parfois, sous prétexte d'humour, je pense que il m'arrive d'être blessante, en fait. Et ça, c'est surtout pas ce que je veux. Donc, c'est à manier avec précaution et toujours dans le consentement de l'élève. Et puis, si on se trompe ou si on blesse, il faut savoir s'excuser. Mais l'humour, c'est quelque chose de très... moi, je pratique beaucoup. Alors, je pense que mon humour est un peu pourri parfois, mais ça les fait rire. J'ai certains mais ils me regardent avec un petit sourire de tolérance en disant, voilà, ça y est, elle a encore fait sa plaque pourrie. Mais ça
Connivence, voilà. C'est ça, mais ça, c'est cette connivence, la connivence que ça crée en fait, et qui contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne nuit pas à, je sais pas, à la posture, on va dire, d'autorité, ou qu'il faudrait peut-être définir, mais ou cadrante en tout cas de l'enseignant, mais qui au contraire est au service d'eux. C'est au service de ça, de se dire, bon ben voilà, on peut avoir de la connivence. Ben c'est là où quand il n'y a pas de connivence, t'es obligé de passer par, je dis n'importe quoi, la sanction, hausser le ton, etc. Parfois, ben la connivence, elle te permet aussi en un petit clin d'œil avec un petit sourire en coin, demander à un élève de se calmer parce que lui, toi et moi, on sait que là, ça va déborder et que... Ça permet de dédramatiser certaines situations ou d'apaiser un petit peu. Hop, on passe à autre chose. Que, comme tu dis, après, si on est dans le rapport. Alors moi, je déteste ça, tout ce qui est rapport de force. On est les uns contre les autres et il y a des tensions et ça peut forcément que... l'escalade. Négatif. Ah oui. Alors que voilà, un petit mot sympa, une petite blague et puis hop, on repart et c'est fini, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, comment ça se passe ? Moi, je suis curieuse de savoir comment ça se passe dans ta classe. Enfin, quel changement peut-être tu as fait depuis le début de ta carrière, ou à moins que tu enseignes comme ça depuis toujours, mais dans le secondaire, tu vois, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour aller vers une pédagogie comme la tienne ? Je dirais que il faut être détendu et se faire confiance et faire confiance aux enfants. On est là tous ensemble pendant 1 heure, ils sont 30, on est tout seul et ben on a un but, on a un objectif. Donc le tout c'est d'écouter, de voir un petit peu chacun comment ils se sentent et puis hop on y va quoi, on se lance et on est soi-même. En fait, je crois qu'il faut pas. Je me rappelle au début de ma carrière, je m'habillais tout en noir. J'avais même envisagé un jour de m'acheter des lunettes pour faire très sérieuse. Je rigole parce que j'ai eu les mêmes pensées. Hein. C'est tellement à l'opposé de qui je suis. Je me rappelle que ma toute première inspection, je me suis surpris pendant que j'ai été inspectée à être dos contre le mur, la main dans la poche, dans une position hyper détendue. Je me suis dit, peut-être que ça fait peut-être un peu trop détendu. Mais en fait, c'est moi, je suis bien avec mes élèves, je leur fais confiance. J'ai mon objectif, je sais où je veux les emmener. Parfois, on dévie un petit peu parce que c'est bon aussi de parler d'autres choses. Enfin, d'autres choses, c'est jamais d'autres choses parce qu'en fait, il y a toujours un lien. Mais de les laisser s'exprimer, de débattre ensemble. J'aime bien quand ils se posent des questions les uns aux autres. Alors, c'est pas toujours facile, notamment en 3e. Tu sais, un jour, il y a un élève qui m'a dit, je leur reprochais d'être trop discret, de pas participer. Et il s'est levé et il m'a dit, mais madame, depuis qu'on est tout petit, vous nous dites de la fermer et maintenant vous nous dites qu'il faut participer. Il faudrait savoir. J'adore. C'est vrai que je leur reproche des fois d'être trop scolaires et ils n'aiment pas quand je leur dis ça parce que ils ont l'impression que c'est ce qu'on leur demande depuis qu'ils sont tout petits. C'est-à-dire, j'ai un savoir, je vous le donne, vous écrivez, vous apprenez, puis après vous régurgitez ce que je vous ai appris. C'est tout ce que je veux pas. Moi, je fais des élèves vivants. Je vais pouvoir lire un texte que ça le bouge à l'intérieur, qui soit déstabilisé, qu'ils puissent me dire mais madame, ça se fait pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il veut dire l'auteur ? Je suis pas d'accord avec lui, et qu'on puisse parler, échanger, vibrer quoi, tous ensemble. De tous ces mots. En plus, à l'adolescence, ils ont plein de questions, ils ont plein de choses qu'ils comprennent pas, ils ont de la colère, ils ont plein de sentiments. Et je trouve qu'ils sont tellement riches que justement, il faut leur faire confiance et puis tout en ayant notre objectif, en ayant cadré notre séquence en amont, être capable de faire avec qui ils sont et de se laisser un peu porter avec leurs questions et puis leur personnalité en fait. Ouais. Tu sais, ce que tu disais là, ça m'inspire trop quelque chose. Je suis tout le temps inspirée quand on me parle. Non, mais ça m'inspire en fait. Souvent on parle des postures enseignantes, mais là, tu vois, je suis en train de me dire, oui, on perd quelque chose en explicitation sur les postures d'élèves. Je sais pas ce qu'il en est dans le second degré, mais dans le premier degré, souvent, on entend, oui, le métier d'élève, être en posture d'élève, etc. Mais je suis sûre qu'on n'est jamais vraiment allé le définir. Parce que si on commence à le définir, on va voir que, en fait, il y en a une multitude de postures et qu'en fonction de qui t'es en face de toi, de quel type de séance t'es en train de faire, de ce que t'attends des élèves, en fait, il faut être capable d'adopter la bonne posture. Et je crois que ça, on mériterait peut-être, je sais pas, en heure de vie de classe ou même dans tous les cours, de travailler sur ça, de se dire, quelle est la palette de postures, en fait, que tu as,
et de pouvoir faire prendre conscience aux élèves qu'en fait, oui, des fois on attend qu'ils se taisent parce qu'il y a des moments où c'est ça, et qu'en même temps il y a d'autres moments dans lesquels au contraire on attend de la participation, et on a des espèces d'attentes implicites. Ça devrait être logique. Ah bah oui, ben là je pose une question, il faut que tout le monde lève la main. Oh, ils participent pas. Alors qu'en réalité, on leur explique jamais vraiment quels indices prendre, comment on sait, quel type de posture il y a. Et j'imagine que si on pouvait travailler ça, tu vois, même à l'échelle d'une équipe, hein, tu vois, pas que dans un cours, mais que du coup les élèves pourraient s'approprier les différentes postures et puis ça ferait du lien entre les disciplines, quoi. Je crois que c'est quelque chose de très difficile à mettre en place. On a commencé à y réfléchir dans l'établissement, puis on se rend compte que on n'a pas forcément les mêmes attentes, les mêmes exigences vis-à-vis des enfants. Ne serait-ce que tu sais, le fait de boire, de laisser les enfants boire. Et moi, je suis toujours choquée. Voilà, bon, pour parler franchement, hein, de l'attitude de certains collègues qui s'insurgent et qui trouvent que les élèves ne devraient pas boire en cours, qu'il faut qu'ils prennent leurs précautions avant, pendant la récréation, etc. Mais je trouve que c'est hyper grave de se dire j'ai le pouvoir sur un enfant, sur son corps. Je peux l'autoriser à boire ou pas. Et quand il y a eu cette histoire de masque, etc., il y a une chose qui m'avait choquée. Il y a une petite élève un jour qui m'a demandé « Madame, est-ce que je peux aller respirer dans le couloir ?» C'est-à-dire que quel pouvoir elle me donne. Tu me dis ça me donne des frissons. Je me rappellerai toute ma vie. Je me suis arrêtée en cours et j'étais tellement choquée, en fait. C'est-à-dire que moi, petite Amandine, j'ai le pouvoir de dire à cet élève « Non, tu restes à ta place et tu ne vas pas respirer dans le couloir. » Mais c'est horrible. C'est hyper fort, quoi. Donc, évidemment, je l'ai laissé aller respirer dans le couloir, mais je me dis, mais on a tellement de pouvoir et c'est bien d'en avoir conscience et de se rendre compte quand même de la posture, du statut qu'on a. Et donc, pour en revenir au métier d'élève, on n'a pas tous les mêmes, j'allais dire, les mêmes exigences, mais en fait, c'est peut-être aussi une question de besoin. Moi, j'ai pas besoin que les élèves baissent les yeux quand je les regarde. J'ai pas besoin qu'ils me craignent. J'ai besoin qu'ils me fassent confiance. J'ai besoin qu'ils se sentent en sécurité avec moi pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et donc, si ça passe par enlever ses chaussures en cours, si ça passe par mettre un casque pour faire un exercice, ou si ça passe par manipuler des fidgets, par exemple, ok, pour moi, il n'y a aucun problème, au contraire même. C'est pour ça que je réfléchis aussi à toutes les petites choses qu'on peut mettre en place pour qu'ils soient bien en cours. Alors, il ne s'agit pas de prendre le fidget et de faire du bruit et de perturber. En fait, je crois que moi, ma règle, ce que je leur dis en début d'année, c'est... La seule règle, et ils sont pas stupides, hein, ils savent bien, il n'y a pas besoin de faire 10 000 règles en disant il faut souligner en rouge, il faut faire ci ou ça. C'est le besoin des autres et ses besoins à soi. Est-ce que quand le prof parle et que je lui parle en même temps, j'ai besoin de faire bac plus 10 pour comprendre que c'est pas correct? Est-ce que si je sors du cours pour aller faire pipi en plein milieu d'une explication, c'est bien? Ben non, ils savent bien, ils comprennent bien. Donc moi, je reprends souvent avec eux. Est-ce que quand mon camarade parle, si je fais une remarque sur les boutons qu'il a sur le visage, c'est correct? Ben non, c'est des trucs, c'est des choses de base, ils savent très bien tout ça. Moi, c'est vraiment la notion de respect et puis du respect du besoin de chacun que j'essaye de mettre en place tout au long de l'année. Donc on revient, là qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'essaye de valoriser aussi beaucoup, de dire là qu'est-ce qui s'est passé? Machin a parlé et vous l'avez félicité, vous l'avez laissé aller jusqu'au bout et grâce à vous, ça y est, il a pris confiance. Alors on s'applaudit tous ensemble et puis on repart. Là, il y a plein de choses à faire de positif. Et puis là, tu vois, en termes de gestes professionnels, là, ce que tu es en train de faire, c'est d'expliciter aussi ce qui se passe, de mettre des mots sur ce qui se passe. Et ça, tu peux le faire parce que tu en as conscience et parce que c'est important pour toi. Tu disais que tu avais des besoins, mais en fait, tout ce que tu as dit dans tes besoins, ils sont corrélés directement aux besoins des élèves, en fait. Parce que c'est pas seulement tes besoins, c'est une espèce de conscience accrue des besoins des élèves. Quand tu dis qu'ils ont besoin aussi, ils ont besoin d'être sécurisés pour apprendre, ils ont besoin d'être en confiance, etc. Donc toi, ça devient ton besoin parce qu'en fait, tu y crois et que c'est dans tes valeurs.
mais c'est en premier lieu un respect de leurs besoins. Et cette conscience, en fait, que tu as de leurs besoins, que tu as des besoins des élèves en termes d'apprentissage, que tu as de ce que tu fais, ben ça te permet, là, dans cette situation, de pouvoir mettre en mots ce qui se passe et de leur faire prendre conscience de ce qui se passe. Et quand on veut développer l'empathie, quand on veut... Tout à l'heure, on parlait des postures, mais quand on veut permettre aux élèves d'intentionnellement choisir une posture, faut qu'ils en aient conscience, et il faut qu'il y ait un enseignant qui mette des mots sur ce qui se passe. Et ça, c'est hyper... ça peut paraître d'être pas grand-chose, mais en fait, c'est hyper important d'être en mesure de mettre des mots sur ce qu'il est en train de se passer. Avant même de chercher une solution, avant même de chercher à sanctionner, à rabrouer, etc., permettre de faire prendre conscience de ce qui est en jeu, de ce qui est en train de se passer. Je trouve ça génial et primordial. Oui, en fait, mais c'est comme à la maison, tu sais, on fait pause. Moi, je crois beaucoup au renforcement positif. Tu vois, leur dire, hey, regardez ce qui se passe là. On est vendredi, il est presque 16h, on est en train de travailler sur Maupassant, alors que tout le monde a presque fini les cours, il fait chaud, et on est en train de travailler quand même sur un texte du 19e siècle. Est-ce que c'est beau ou c'est pas beau? On dit, oh, oui, c'est beau, madame. Voilà. Donc, il faut croire. Commence parce que là, voyez, moi je suis bien, j'ai juste envie de vous garder 1 heure. Non, ne me dites pas que vous n'avez pas envie de rester 1 heure de plus. On a tous envie de rester ensemble. On est bien à travailler sur Guy de Maupassant. Avouez qu'on est bien. Et j'adore ces moments-là où ils ont conscience que, oui, parfois, mais même souvent, ils sont capables de faire des super choses. Je me rappellerai toute ma vie d'un élève, mais un élève difficile, très plein de colère en lui et très, comment dire, il était très sérieux, mais il avait toujours ce petit démon là, qui le titillait pour faire des bêtises. Et donc, je leur avais donné une poésie à apprendre, un poème, et c'était au choix. Et donc, il arrive avec sa petite tête wesh, et il commence, et il se trompe. Et là, il se met dans une colère. Voilà, la vie de ma mère, madame, je l'avais appris, je vous jure, mais je te crois. Est-ce que tu veux le refaire une autre fois? Donc, on prend toute la classe. Est-ce que vous l'autorisez à le refaire une autre fois? Oui, oui. Donc, le lendemain, il repasse. Et là, il a été, c'était trop beau. Et j'aurais voulu que le monde entier le voie là. Ce garçon de 15 ans qui récitait une poésie sur la résistance, sur la solidarité. C'était trop beau. Donc, je lui ai mis 20, il s'est fait applaudir et tout. Il était tellement fier. Et c'est pas une histoire de notes, en fait. C'est une histoire de réussir à se surpasser par la confiance et aussi par le respect des autres. Parce qu'on était tous là pour l'encourager. On a cru en lui. Et transformer cette colère en quelque chose de positif, parce que je lui ai dit, oui, t'es en colère, mais t'as le droit, ok, mais ne casse pas tout, ne t'en prends pas à moi, ne t'en prends pas à toi. On a toute la vie pour le réciter, ce poème, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Ouais. Et c'était tellement beau. Et puis, c'est hyper émouvant. Moi, je pourrais avoir les larmes aux yeux. Enfin, je les ai, on ne me voit pas, c'est un podcast, mais... mais en fait, c'est aussi le contexte autour. C'est-à-dire que le rapport à l'erreur et la chance que tu lui as donnée la veille, tu vois, t'aurais pu dire ah ouais, c'est bon, ça fait 1 semaine que je vous l'ai donné, c'est noté sur Pronote, de toute façon avec toi c'est toujours la même chose, etc. Non, ok, en fait c'est ok, on sait très bien que ça arrive, et puis il peut s'être passé plein de choses, tu lui as laissé la possibilité de le refaire. Le rapport, la possibilité de s'améliorer, et t'as engagé tout le groupe avec. C'est-à-dire que c'était pas que ta décision, mais il y a plein de trucs là-dedans, dans ce que tu dis. C'est que si on décrypte un peu tous les gestes, il y a ça, il y a la flexibilité, l'acceptation, le rapport à l'erreur, et c'est tout ça qui fait que le lendemain, il est en confiance et qu'il dit ok, je le refais, et en plus il se surpasse. Et en plus derrière, tu mets des mots dessus, tu vois. Ouais, non mais c'est ça, mais en fait... moi, je trouve ça important d'entendre aussi des témoignages comme ça et de pouvoir mettre des mots sur tout ce qui se fait pour montrer que c'est possible, et aussi pour voir que, en fait, c'est pas... Nous, on trouve ça magique parce que le résultat, il est magique, mais en fait, c'est pas juste magique. C'est qu'il y a tout un tas de micro-gestes et de micro-décisions tout au long du truc. Là, tu vois, tu nous as parlé d'un tout petit truc, et tout au long de ça, il y a tout un tas de gestes qui font que c'est possible et que ça fonctionne, et que ça aurait pu être autrement aussi. Tu vois, et que ça aurait pu être autrement. Et même dans l'exemple juste avant, quand tu parles
de leur dire vous voyez ce qui se passe, etc. Donc à la fois tu mets des mots sur ce qui est en train de se passer, en même temps un peu d'humour, tu crées du lien, et je crois qu'il est là en fait, c'est quand on réussit à créer ce lien, d'avoir une vraie relation et qui est pas une relation, de toute façon elle est forcément asymétrique cette relation, on est les enseignants, ils sont les élèves, mais elle est quand même horizontale dans le sens où, tu vois, tu parlais qui n'est pas une relation de domination ou d'asservissement des élèves, qui ne veut pas dire non plus que tout est permis et qu'on fait n'importe quoi, contrairement à ce que certains pourraient croire. Pas ça du tout, non. Parce que justement, en tant qu'adulte, tu vois bien quand les petits, je dis les petits sixièmes, mais ça arrive aussi les troisièmes qui viennent se confier, qui te parle de certaines choses très personnelles, etc. C'est bien parce que t'es l'adulte qui cadre. Et la confiance, c'est pas, je suis là, je fais le clown, on s'amuse. C'est pas ça du tout. Hein. On est bien ensemble. Par contre, s'il y a une chose qui se passe mal, on est là pour remettre du cadre et dire, là, c'est pas possible, ce qui vient de se passer. On peut pas. Donc, on va recommencer, on va refaire. Vous venez me voir à la fin de l'heure. C'est très important pour moi de pas régler les problèmes en classe, de vraiment, ou si c'est toute la classe, mais de les prendre à part et d'essayer de voir. Et je leur dis, mais c'est marrant, hein, le rapport qu'ils ont en punition et tout ça. Quand je leur dis, vous venez me voir à la fin de l'heure, tout de suite, ils ont peur, ils vont se faire punir ou ils sont en colère. Mais mon but, c'est pas de savoir qui a fait quoi. Mon but, c'est de savoir maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en veniez à vous insulter, à vous battre? Moi, je veux pas savoir qui a fait quoi, je veux savoir comment on fait pour que ça ne se reproduise plus. Comment on fait pour que dans les mois qui viennent, vous allez pouvoir venir en classe et vous respecter, être dans la même pièce sans avoir envie de vous entretuer. C'est ça que je veux. On construit ensemble. C'est comme à la maison, en fait. Ouais. Non, mais c'est ça, et c'est créé. À nouveau, là, on est, tu vois, dans la création de liens. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher un coupable, qui a tort et qui a raison. On est en train de chercher à créer du lien entre les personnes et en plus à expliciter nos intentions. À dire, voilà, quand tu dis, moi ce que je veux, c'est qu'on puisse continuer ensemble. T'es congruente aussi avec ton discours, tu vois, de dire on fait famille, comme dans une famille, on est ensemble, on travaille ensemble, et on fait avec les défauts des uns et des autres, les qualités des uns et des autres et les traits de caractère, et du coup là on est vraiment dans le développement d'une intelligence sociale en fait. Et j'aimerais bien travailler ça encore plus. Tu sais, on n'a que l'heure de vie de classe, nous, au collège. Donc, ça veut dire que je peux réfléchir à tout ça vraiment de façon approfondie que avec la classe dont je suis professeure principale. Et puis aussi, j'ai la chance, comme je suis une matière avec beaucoup d'heures, en tout cas, de moins en moins, mais bon, j'ai 4h30 par semaine. Mais les collègues qui ont plein de classes et qui n'ont qu'1 heure par semaine, c'est hyper dur à mettre en place. C'est quelque chose de difficile et de frustrant aussi, parce que c'est important de connaître chaque enfant pour pouvoir justement faire au mieux, trouver le petit truc qui permettra de les accrocher. Et ça, c'est hyper difficile. C'est pour ça je me dis, en tant que professeur des écoles, et ça doit être hyper intéressant d'accompagner toute une classe, de les avoir tous les jours avec soi. On peut construire des choses que nous, au secondaire, on peut difficilement mettre en place. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber et râler et se plaindre. Il faut essayer quand même de construire. C'est-à-dire que dans la répartition dans la journée, c'est plus diffus dans le secondaire parce que t'as juste le avant ton cours, après ton cours. En plus, tu croises pas spécialement les élèves plus tard dans les couloirs. Et donc du coup, c'est vraiment cette petite occasion-là que tu as de le faire, alors qu'effectivement, quand tu as une classe en continu toute la journée, les occasions de le faire, elles sont multiples. Mais du coup, dans le secondaire, ce qui serait intéressant peut-être, c'est de pouvoir le faire en équipe, tu vois, créer de la cohésion et de la cohérence dans une équipe autour d'une classe, par exemple, pour pouvoir en voir les effets et que ça puisse avoir lieu du point de vue de l'élève dans toutes les sphères de sa journée, en fait. Quand j'étais dans mon collège ZEP, là, on avait mis en place un dispositif, c'était la 4e AES, cette 4e D des soutiens. Donc, on avait ciblé des élèves en grande difficulté, mais motivés.
Bon, alors après, le dispositif avait un petit peu changé. On avait un petit peu ratissé large et on avait inclus des élèves complètement décrocheurs. Et ça avait été super. C'était une super expérience. Donc, ils avaient quelques heures en plus et régulièrement, on voyait les parents, mais de façon informelle. Tu sais, on faisait des crêpes, on faisait des petites choses, des petits apéros pour les parents. Et du coup, c'était très familial et on a vu beaucoup, beaucoup de progrès. Alors, pas en termes de notes, c'est ce qui nous a été reproché ensuite, mais c'est pas là qu'on les a vus les progrès, même si c'est dans la posture, dans la confiance, on avait des enfants qui étaient vraiment introvertis, qui se sentaient pas bien, qui prenaient pas la parole. Et là, les changements, c'était vraiment très très impressionnant et c'était beau de voir que, comme tu dis en fait, c'est être tous ensemble. On était vraiment toute une équipe de professeurs motivés et investis et soudés autour de ces enfants-là qu'on accompagnait pendant une année. Et à la fin, voilà, ils allaient en troisième et ça se passait vraiment très bien. Et ils avaient vraiment progressé, mais de façon impressionnante, je trouve. Et c'est ce travail-là qui est à faire dans le secondaire, à être du travail d'équipe et puis autour, peut-être aussi avec les familles. Enfin, je dis peut-être, c'est sûr. Hein. Quand on travaille avec les familles aussi, c'est... En coéducation, là, il y a quelque chose à faire. Ah oui. C'est génial. Je vois que le temps passe, j'aurais envie de continuer encore et encore à discuter, ce qu'on peut faire de toute façon en off. Mais du coup, là, je trouve que on a balayé déjà pas mal d'aspects autour du bien-être et du vivre ensemble et de comment c'est possible et finalement quels gestes le permettent, tu vois. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose que tu auras envie de partager là-dessus pour conclure ? Alors, je pense aussi qu'en plus de cette relation, il y a l'investissement et la passion qu'on a. Moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est le fait de voir leur petite tête tout endormie, mais c'est aussi l'amour de ma matière, l'envie de partager des textes, de leur faire découvrir des auteurs, des idées. Et ça, c'est important, je crois aussi. Et c'est là où la place la créativité, c'est de se dire, moi, j'aime bien les contraintes, en fait. Ça me stresse, mais à chaque fois, il en sort quelque chose de chouette. C'est ce que je travaille aussi avec mes enfants, de dire, j'ai telle contrainte, qu'est-ce que je vais en faire ? Comment je vais transformer ça en un truc super enthousiasmant ? Ou à l'erreur, j'ai complètement raté ce truc-là. Allez, je le transforme et il va en sortir quelque chose d'encore plus intéressant. Et ça, j'adore faire ça. C'est ça, en fait, créer... et être j'adore aussi. C'est un peu le mouvement Oulipo, quoi. Comment la contrainte, elle permet la créativité. Et moi, j'adhère complètement parce que je trouve qu'en coaching, dans ma vie, dans l'enseignement, etc., c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on fait avec les contraintes, mais... Une fois que tu as la contrainte, ça te permet à l'intérieur de cette contrainte d'être hyper créatif et de trouver des alternatives, de trouver comment faire autrement, comment faire différemment, juste en se focalisant sur... grâce à cette contrainte, en fait. Donc... J'aime bien. Donc vraiment là, c'est plus au point de vue des cours, de la construction du cours. Donc j'ai un texte, par exemple, j'ai un texte de Voltaire. Ok, donc les contraintes, ça va être quoi ? Ils vont pas comprendre le vocabulaire, c'est trop loin pour eux, ça va faire vieillot. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour avoir une approche différente, pour les faire travailler d'une façon un peu différente, enthousiasmante, qui puissent s'accrocher. Alors c'est pas facile, hein. Je dis pas que j'y arrive tout le temps. Des fois, on s'ennuie, on n'y arrive pas. Je leur dis là, en fait, le cours, vous tirez c'était pas trop, non, c'était pas génial, madame. Bon, ok. Et puis je leur dis des fois, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour donner envie de lire, et puis ils trouvent des trucs sympas ou en langue. C'est quand j'avais fait ma boussole du passé simple, là, c'est un élève qui a trouvé cette idée. Je leur avais dit, mais vous voyez, c'est ennuyeux au possible, le passé simple. Mais oui, ça sert à rien, on l'utilise plus. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Essayer de me trouver une carte mentale, un truc, une activité pour qu'on retienne ces terminaisons, tout ça. Et c'est un élève qui avait proposé cette idée de rose des vents, des terminaisons du passé simple. Et maintenant, je m'en sers depuis plein d'années et ça marche super bien. Donc, il faut aussi... Non, mais c'est ça, c'est génial. Et en plus, le fait de les engager... Enfin, des fois, on se met la rate au courbouillon à se dire oh là là, comment je vais faire ça, j'ai pas envie, puis ils vont pas aimer, et puis en plus on auto-alimente cette espèce de hamster négatif là dans notre tête, et alors que finalement, tu vois, je m'imagine très bien arriver, tu vois, devant les élèves et bon, ok,
alors là on a un truc vraiment qui ne plaît à personne, j'ai pas envie de le faire, vous n'avez pas envie de le faire, mais il va falloir qu'on le fasse. Comment on fait ensemble? Voilà. Et je suis sûre que là on trouve des trucs, et en termes de connivence et d'enrôlement, du coup je crois qu'on est pas mal. Il faut se faire plaisir, c'est important ça, voilà, notion de plaisir. Ouais, se faire plaisir. Mais ouais, en tout cas, la place de... Merci, parce que tu remets aussi la place de la créativité dans les apprentissages, dans notre façon de concevoir aussi. Et là, tu vois, finalement, les contraintes, comme tu le disais, c'est ok, je veux aller là, j'ai un objectif, j'ai des programmes, j'ai un timing, et j'ai l'effet que ça va produire sur les élèves, et qu'est-ce que j'en fais, et remettre la créativité là où elle est, parmi toutes ces contraintes, et se dire que parmi ces contraintes je vais pouvoir en sortir un truc un peu sympa. Moi j'adore. Bon voilà, finalement on a rempli le programme: bien-être, créativité, vivre ensemble. De prendre du recul sur ce qu'on fait en classe et tout, je trouve ça super chouette. Ouais, c'est ma passion, du coup, de faire prendre du recul aux gens. C'est ça, super bien. Bon, c'est super. Je suis ravie de t'avoir reçu dans ce podcast et d'avoir fait l'épisode avec toi. Si les auditeurs et les auditrices veulent te retrouver, continuer d'échanger avec toi, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Donc, sur Instagram, j'ai le profil La Légèreté des Lettres. Et puis, sous le même pseudo, j'ai aussi un compte Facebook et puis un blog. Et une chaîne YouTube que j'ai commencé il y a pas longtemps. Oh, génial! Je vais aller voir ça. C'est tout simple pour l'instant, mais je compte faire des petites vidéos d'aide, d'idées, des petites lectures, un peu de tout, voilà. Trop bien, en nouveau média. Super. Je vais mettre toutes les références dans l'article qui sera sous le podcast. Et puis, au plaisir d'échanger de toute façon, nous, sur les réseaux. Et puis, pourquoi pas de faire un nouvel épisode un jour ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup. À toi. Salut. Salut. Voilà, cet épisode est terminé. Merci pour votre écoute. J'espère que l'échange vous aura plu. N'hésitez pas à venir le commenter et à discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Et si vous le pouvez, attribuez le maximum d'étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.